Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci de nous recevoir chez vous à la maison, dans vos bureaux et également sur vos smartphones parce que vous êtes nombreux à nous suivre sur le www.ongo.info mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Bonne fête de la jeunesse. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la jeunesse. Bonne fête chez vous et bonne fête à tous ces jeunes qui sont avec moi sur les plateaux de l'émission Parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de jeunes en tout cas. Ça sera un mot qui gangrène la jeunesse. Nous allons parler de ces mots-là. Ce sera le chômage, les chômages comme conséquence du système éducatif de notre pays. C'est avec ces jeunes qui sont avec moi sur ces plateaux de Parole aux jeunes. Nous allons parler. Alors, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont entrepreneurs, ils sont assistants, ils sont là et on va parler de ces sujets. On va commencer par la présentation. À ma droite, Monsieur Splendid Chot, bonjour. Bonjour Anita, bienvenue. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ce n'est pas la première fois sur ces plateaux. Non, non. Ça va? Oui. Et à côté de vous, Monsieur Serge, qui est assistant à l'université. Je crois que ces sujets les concernent tout particulièrement parce que nous allons parler du système éducatif. Monsieur Serge, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, à ma gauche, Monsieur Fonfa, bonjour, c'est la première fois dans cette émission. Bonjour Anita, c'est la première fois, en tout cas c'est un plaisir pour moi. Merci d'avoir porté le choix sur ma personne. Voilà, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Monsieur Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait, je crois, une année que vous n'êtes pas passé dans cette émission. Ouais, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et merci à tous les jeunes qui nous accompagnent, Daniel, Daphné et notre jeune frère qui est là, qui vont nous accompagner tout au long de cette émission Parole aux jeunes. Vous le savez, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui du chômage qui est comme conséquence du système éducatif. Voilà, commençons déjà par définir c'est quoi le système éducatif, monsieur Serge, vous qui êtes assistant à l'université. Bon, le système éducatif, bon, grosso modo, on peut dire que c'est un système qui met en place un certain nombre ou un canevas des cours qu'il faudrait avoir dans les institutions d'enseignement afin de former les jeunes à pouvoir être utiles dans la société, c'est-à-dire connaître un métier ou être chercheur à vie. Parce que nous avons un système là où nous avons ce qu'on appelle les bacs, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez là, c'est-à-dire CO et plus secondaire, produit les bacs. Et aussi nous avons les institutions qu'on appelle les écoles supérieures, c'est-à-dire qui jouent l'intermédiaire entre les bacs et les universités. Parce que les universités, on ne forme pas des produits finis. À l'université, on forme des chercheurs à vie. Ce sont les écoles et les institutions qui forment des produits finis. Et ici, à l'occurrence, nous avons par exemple ces PROMAD, nous avons ISTA, nous avons ISTEM. Là, on forme les produits finis. Mais à l'université, on ne forme pas les produits finis. À l'université, on est chercheur à vie. C'est ça le problème que nous avons ici. Nous avons beaucoup d'universitaires aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des chercheurs à vie. Mais les produits finis qu'on doit employer dans notre société, dans les sociétés, dans les unités de production, dans les structures, dans les administrations, ce sont les produits qui proviennent des écoles supérieures et des institutions. Voilà. Vous comprenez? Bon, à l'université, là, il y a aussi des produits finis, mais ce sont des chercheurs à vie. Même s'ils travaillent, ils sont là pour des recherches. Ils ne sont pas là comme étant produits finis, non, ils sont là pour des recherches. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a tous compris. Alors, passons directement à notre sujet, Monsieur Splendid. Comment jugez-vous notre système éducatif, le système éducatif congolais? Merci beaucoup. Comment je peux le juger? Donc, c'est humblement que je veux vous dire que c'est une question complexe. Complexe, pourquoi? Parce que ça fait des années que ça a été même sujet de plusieurs débats et surtout que aujourd'hui on parle du système éducatif congolais, mais il faut savoir que c'est un système qui a évolué selon les époques, selon les républiques aussi que nous avons connues, et beaucoup plus vous allez vous rendre compte que historiquement nous avons un système congolais, en fait un système éducatif que je peux dire qui
qui a été plus affecté par le pouvoir politique que nous avons connu dans notre pays. Quand vous commencez avec déjà la colonisation, il y avait un système adapté à ce pouvoir-là. Quand vous avez la Deuxième République, il y a aussi un système éducatif qui était impacté par ce pouvoir. Et vous savez bien que nous avons connu pendant 32 ans la dictature. Et donc, dans ce type de pouvoir, le système éducatif a été aussi impacté. Et dans la Troisième République, on a senti que quelque chose commençait à changer parce que pour moi, à partir de là, beaucoup de choses commençaient à changer. Donc pourquoi je fais un peu ce balayage? C'est tout simplement pour dire que si nous devons juger le système éducatif congolais, c'est qu'il faut dire que c'est un système qui a connu beaucoup de remords, qui a connu beaucoup de coups, au point que pour moi, c'est un système qui a commencé à faillir avec, je peux dire, avec le pouvoir du président Mobutu. C'est un peu à partir de ce pouvoir-là, ou de ce leadership qu'on a mis un peu à terre, on a commencé vraiment à enterrer notre système éducatif. Le temps que nous puissions nous racheter, nous nous sommes rendus compte que par rapport un peu à l'évolution du monde, et c'est devenu, ça commence à être un peu difficile. Et donc je peux dire que c'est un système qui doit encore renaître, qui doit être reconstruit. Voilà un peu ce que je peux dire vis-à-vis de la question de savoir comment je juge moi le système éducatif congolais. Et vous, Monsieur Fanfare, êtes-vous d'accord? Oui, en tout cas, je vais d'abord revenir à ce que l'assistant a venu de dire tout à l'heure. C'est très intéressant. Quand il fait la différence entre les universités, les écoles qui forment les produits finis. Pour moi, je crois que le système en soi, c'est l'ensemble des pratiques, des coutumes, et tout ça est organisé, coordonné pour atteindre un but. Avec ce que M. Slandit venait d'ajouter, pour dire que le système a évolué avec le temps et commencé même à faillir, je crois que le besoin, lorsqu'on identifie dans notre pays, il est différent de besoin des pays chez qui nous avons importé ces systèmes-là, en fait, avec la colonisation et consorts. Donc, de manière très pratique, j'aimerais un peu critiquer le système. Au fait, je trouve que le système nous amène dans une confusion. Dans une confusion qui a été bien soulignée ici. On ne sait pas, on va à l'université, pourquoi? Est-ce qu'on ne sait pas, on va dans une école qui forme le produit fini, pourquoi? Alors aujourd'hui, il est important pour les jeunes de comprendre que quand vous êtes à l'université, c'est que vous devenez chercheur à vie. Donc déjà, quand on vous donne une licence, c'est-à-dire qu'on vous autorise de continuer à émettre des théories, des thèses, et tout ça, dans le domaine pour lequel vous êtes formé. Mais lorsque vous allez dans des écoles, c'est de manière pratique. On vous dit que donc, ok, vous êtes gestionnaire, vous êtes comptable, vous êtes... vous pouvez directement travailler dans une administration ou vous pouvez directement travailler dans une organisation quelconque. Alors, les jeunes ne comprennent pas ça. Le système, il présente aussi beaucoup de difficultés. Le système n'est pas trop bien vulgarisé. Alors, on ne comprend pas. On est vraiment dans cette confusion. À la confusion, on ajoute aussi la longueur, je ne sais pas, des années d'études et tout ça. Et puis, trop de cours pour une même année académique. Les gens ne savent pas maintenant, finalement, se focaliser à quoi. Et les étudiants sont aussi dans cette confusion. Je crois que c'est des problèmes aussi très, très pratiques que je pourrais soulever dans tous les jeux. On va y arriver. On va parler de problèmes. Alors, M. Jonathan, pensez-vous que notre système est adapté par rapport à nos réalités? Et comment vous trouvez ce système éducatif congolais? Oui, bon, en passant, je voulais rappeler que j'ai fait 2 ans. En tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant dans une école secondaire à Likasi. Je vous assure que nous avons un système éducatif très compliqué et pour ne pas dire dépassé. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui. Ça signifie que le monde est tellement réduit au point où on ne peut plus s'en passer de ce que les autres font. Nous ne sommes pas dans une économie fermée, nous communiquons avec les autres. Voilà pourquoi vous allez voir que notre inadaptation face aux besoins du monde, tels que nous devons les présenter, nous sommes
en retard. Vous allez voir que les cours que nous avions étudiés, nous, que ce soit les cours d'histoire, de géographie, des mathématiques, et même des cours d'options, comme on aime bien les appeler, ce sont des très vieux livres que nous sommes en train d'utiliser. C'est qu'un enseignant de 1994, quand vous allez dans des lycées ou des collèges, il utilise les mêmes choses pour aujourd'hui en 2021. Et ça n'interpelle personne. Tel qu'on l'a dit par rapport aux cours. Vous allez voir qu'il y a des cours d'information qu'on a présentés comme des cours d'options dans certaines sections dans notre système éducatif. Et les cours comme l'informatique, quand nous allons à l'université, actuellement, celui qui ne connaît pas l'informatique, on peut l'appeler illettré. C'est que nous avons des illettrés dans nos universités. Pourquoi? Parce que l'outil qui est très important aujourd'hui, quelqu'un qui finit 5 ans à l'université ou même dans une école de formation telle qu'on nous a dit, il ne maîtrise pas l'informatique. Ça, c'est très grave. Ça, c'est alors très grave. Donc, notre système est tellement en retard et qu'il faudra maintenant essayer de définir quelques voies pour essayer de nous rattraper. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons des universités qui n'ont pas de bibliothèque. On se pose la question, comment ces étudiants produisent des travaux de fin d'études, comment ils produisent leur mémoire. Donc nous sommes conscients que nous avons à faire des générations en générations des travaux de plagiat qui sont acceptés par nos universités. Comment vous voulez que nous puissions évoluer? Nous sommes conscients. On arrive à l'université tel qu'on l'a dit, pas de bibliothèque. Au XXIe siècle, ça c'est très grave. Donc nous avons un système très en retard et archaïque. Un système très en retard et archaïque. Monsieur Serge. Oui, bon, vous savez, ça fait mal là où je pense. Ça fait très mal. Un système, la manière dont nous gérons les choses ici en RDC, c'est comme un cancer, c'est comme une tumeur. Là. Parce que je voulais paraphraser mon collègue et mon ami Splendide. Il a dit, à partir déjà du régime du président Mobutu, ce système, c'est-à-dire l'enseignement a été considéré comme étant 5e roue, c'est-à-dire réserve. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire nous construisons des choses sur base de rien. Il n'y a pas de base, parce que dans chaque chose, nous devrions d'abord savoir qu'est-ce que nous cherchons. Parce que c'est que nous avons un problème, nous avons un désordre. Nous vivons dans l'imbroglio dans notre province et dans notre RDC ici. On ne sait pas distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est primordial de ce qui n'est que bagatelle ou superficiel. Le système éducationnel, c'est la base du développement. Aucun développement ne peut se faire sans recherche. Vous comprenez? Et les recherches, c'est quoi? C'est où ça? C'est dans les universités, dans les écoles et les institutions. Mais, comme chacun a épinglé des points très pertinents, et il me manque énormément de temps pour que je puisse rentrer sur ça, mais du moins je prends ça comme étant, ça me révolte un peu. On produit, nous mettons sur le marché des produits périmés. On ne sait pas distinguer, on ne sait pas faire un audit. On ne sait pas chercher les vrais problèmes auxquels il faudrait chercher des solutions. Vous comprenez? Et notre système est en train de mettre sur le marché des produits périmés. Des produits qu'on n'utilisera jamais dans notre vie ou pour les bien-être de notre communauté. Voilà. C'est-à-dire quoi? Nous avons des programmes inadaptés, comme vous venez de le dire vous-même. Inadaptés. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'importer des soudeurs de précision, des chaudronniers. Pendant que c'est ça même la base de notre développement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'exploitation minière artisanale, nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans toutes ces histoires, et on ne peut pas s'en passer et faire fi des chaudronniers, des soudeurs à vie, des soudeurs de précision. Il faudrait que tout le monde puisse avoir le même temps, donc je vous coupe la parole. Oui. Vous allez revenir tout à l'heure. Oui. Monsieur Splendide, y a-t-il une adéquation entre la formation professionnelle et les marchés de l'emploi? Bien, y a-t-il une adéquation entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi? Écoutez, je dois vous dire sincèrement que tout revient au système.
Et quand je dis au système, ça veut dire qu'ici, je vois les systèmes éducatifs dont nous parlons et les systèmes de production. Et qui dit système éducatif, c'est tout cet arsenal comme M. Fanfan l'a dit, il a parlé un peu de culture, ensemble de règles et droits aussi placés pour atteindre un but, au fait. Et ces buts-là, vous allez voir qu'il doit être en corrélation avec le système de production. Ça veut dire qu'il faut, il faut que nous puissions arriver à questionner les deux systèmes pour que maintenant nous puissions trouver une très bonne réponse à votre question. Vous allez vous rendre compte que j'ai senti que dans le premier volet, on a été critique vis-à-vis de notre système. Ça, c'est vrai, c'est correct, mais il faut savoir que moi, je suis le fruit de ce système-là. Mais je suis là, sur le plateau, je parle français, je réfléchis, je n'ai jamais été en dehors du pays. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut vraiment qu'on se questionne très bien et en venir finalement à l'inadéquation. Ça veut dire que le système doit être tout simplement mis à jour vis-à-vis du besoin actuel. C'est-à-dire que le système de production qui englobe les entreprises, le besoin, la main-d'œuvre, comme on dit, doit vraiment revenir aux fondamentaux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les acteurs de deux systèmes. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte, pour ceux qui concernent, parce que moi je suis à la base de formation pédagogique, donc ça veut dire que j'ai fait la pédagogie aux humanités, et là vous allez voir qu'on classifie, ça veut dire que l'école maternelle a son travail, l'école primaire a également son travail ou son rôle, mais vous allez voir le CO, qu'on appelle le cycle d'orientation, à son travail jusqu'aux humanités. Ça veut dire qu'on permet à chaque enfant de s'orienter et il y a maintenant à un niveau où il y a l'intervention des instituts supérieurs et aussi des universités. Alors le problème, c'est au niveau, c'est quelque part, ce n'est pas... le système, il est là, mais parfois les acteurs du système ont aussi donc les enseignants qui sont là, M. Jonathan. Quand je parle des acteurs du système, je vois, il y a les acteurs gouvernementaux. Donc, le gouvernement. Parce qu'il y a une définition de la politique de l'enseignement dans notre pays. C'est-à-dire, on définit. Également, il y a les acteurs qui sont éducationnels. Et même les élèves et les parents, ils font partie de ce système. Ça veut dire que les responsabilités doivent être établies là. Et aussi, il y a les acteurs sociaux, donc les entreprises. Et même, je peux dire, le créateur d'emploi. Ce qui fait que l'inadéquation, elle intervient au niveau où, lorsque M. Serge, par exemple, il crée une association touristique, ça veut dire qu'il l'a créé dans un système politique donné et qu'il aura besoin de la main-d'œuvre. S'il n'y a pas d'école qui forme de personnes spécialisées dans le tourisme, c'est qu'il va souffrir. Voilà. Et la conséquence sera quoi? C'est qu'on aura tendance à aller chercher cette connaissance ailleurs pour l'amener ici où il n'y en a pas. Donc voilà un peu, c'est comme ça que nous devons mettre les bases et puis maintenant réfléchir sur ça. Voilà. Donc c'est comme ça que je disais au tout début que c'est une question très complexe. Voilà, question très complexe. Monsieur Fanfan. Oui, je vais vraiment confirmer l'inadéquation entre la formation et les besoins sur le marché. Franchement, nous-mêmes, nous sommes passés par là. Je me suis présenté comme étant encadreur des opérateurs économiques, des petites et moyennes entreprises. Vous devez comprendre avec moi qu'il y a un sérieux problème. Dès lorsque la formation ou le système éducatif n'est pas pris en priorité, c'est-à-dire que vous allez constater que même les budgets alloués à ce secteur est compliqué. Donc, ne présente pas vraiment un caractère prioritaire, alors que ça va affecter tout le circuit. C'est-à-dire quoi? On n'aura pas des infrastructures importantes, on n'aura pas un corps des enseignants assez outillés, assez formés, tout ça. On n'aura pas de matériel didactique et ce qui fait qu'on ne formera pas de bons fruits, de bons produits sur les marchés. Moi-même, j'ai été à un moment donné victime de cette situation. J'ai terminé ma licence en économie, je crois que c'était en 2010. Et le premier l'offre d'emploi qui saute devant moi, c'est un comptable.
On cherche un comptable. Je me suis posé beaucoup de questions. Avec mon diplôme là de licencié en économie, suis-je comptable ou suis-je économiste? Okay. Et deuxième offre, c'est dans un organisme international, on cherche un assistant administratif et financier. Je me suis moi-même posé beaucoup de questions. Est-ce que ce profil-là, je l'ai? Le problème, c'est que lorsque nous sortons de cette formation, chaque étudiant, chaque produit doit avoir un profil. Alors qu'on n'a pas le profil. On ne sait pas, on est généraliste, on n'a pas de profil. Et sur le marché, on a besoin vraiment de ce profil. Sur le marché, c'est le profil qu'on recherche et on ne saura pas prendre. Raison pour laquelle vous trouverez que les demandeurs d'emploi vous disent que non, il faut 5 ans d'expérience. Au moins, avec cette expérience-là, tu vas présenter un profil. On te recrute aujourd'hui, sortant de l'université, pour responsable d'un service comptable dans une entreprise. Toi-même, tu as des problèmes pour organiser cette comptabilité dans la dite société. Tu as des difficultés pour te dire toi-même quelles sont tes tâches. C'est-à-dire qu'aux interviews, tu vas échouer. Aux interviews, tu ne sauras pas te vendre, et alors que tu venais d'une formation. Ouais. Donc, c'est vraiment une adéquation, c'est une réalité que nous vivons. On peut bel et bien accuser les systèmes éducatifs et tout ça, mais c'est vraiment une réalité. À ce stade, nous confirmons qu'il y a une adéquation entre l'offre de nos formations ici académiques et tout ça, et la demande d'emploi sur les marchés, ce qui est vraiment la cause du chômage. Voilà, et justement, c'est ce qui est la cause du chômage. Il y a une adéquation. La faute à qui, monsieur Jonathan? J'étais en train de poser la question. Est-ce la faute de vous, enseignants? Monsieur Serge aussi va donner son point de vue, ou la faute du gouvernement? Ou les responsabilités sont juste partagées? Bon, monsieur Splendide était trop clair. Les responsabilités sont partagées par tous les acteurs qui interviennent dans le système éducatif. Et c'est quoi votre responsabilité à vous, en tant qu'enseignant? Je commence, prendre cette lourde responsabilité, en tout cas, ça sera trop cruel. Je voulais un peu revenir dans le mot de M. Splendide afin de répondre à votre question. Il a parlé, il a commencé par le gouvernement, il y a les enseignants, il y a les parents, il y a même les élèves, ou bien les apprenants. Je commence par les apprenants même. M. Fonfon a très bien dit que quand on arrive à l'école, déjà au niveau de l'école primaire, secondaire, même à l'université, nous devons savoir qu'est-ce que nous venons chercher à l'école. Voyez-vous? Quand on est à l'école primaire, ce sont les parents qui doivent essayer un peu de nous orienter. Que non, quand tu vas à l'école, c'est pour. Donc il y a une mission qui est confiée à chaque âge par rapport à la scolarité. Ce qui est très grave, c'est que, vous voyez, bien avant, nos aînés, quand ils étudiaient, ils disent que quand ils arrivent à l'université, après les bleusailles, il y avait un carnaval qu'on remettait presque dans toutes les facultés, chose qui n'existe plus. Déjà, avant, dans la première année académique, on t'apprend ce que tu dois attendre de la faculté que tu as choisie, par exemple. C'est à partir de la mission qu'on te confie que tu peux t'évaluer si tu es dans les bons ou bien si tu n'es pas dans les bons. Ça doit nous révolter tous. Parce que le gouvernement, si nous l'accusons de trop, c'est parce que nous sommes tellement passifs. Aujourd'hui, je m'excuse, nous sommes les premiers à être contre lorsqu'on demande un 3e mandat pour un politicien. Combien de fois nous nous sommes révoltés parce que nos enfants sont mal formés, ou même il y a des parents qui encouragent cela. L'élève doit reprendre des classes, mais son père dit non, la vie est tellement difficile à dépenser beaucoup d'argent, son enfant doit effectivement passer. À nous les enseignants, c'est la même chose. Ce n'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande, tel qu'on l'a dit, il faut lire, il faut se former, continuellement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, combien d'enseignants lisent? Donc vous vous attendez à quoi? Donc toi qui ne lis pas, toi qui n'es pas outillé, mais tu veux former les enfants d'autres pour mettre quoi dans leur tête? Donc ce sont des bombes à retardement que nous sommes en train de produire dans notre pays. Je reviens à M. Splendide par rapport à son intervention, disant qu'il est le fruit du système éducatif actuellement. M. Splendide, laissez-moi vous dire que votre temps et le temps actuel, il y a de quoi à manger. La manière dont vous avez fait vos examens d'État,
Les réalités que vous avez connues là, on voyait nos frères, ils pouvaient être à 40 et 2 seulement réussir dans une promotion. C'était tellement actuellement, la semaine passée, il y a un élève de l'école primaire, s'il vous plaît, à la télévision, qui disait que pendant qu'ils présentaient leur TENAFEP, il y a un enseignant qui donnait des réponses aux élèves. L'école primaire, s'il vous plaît. C'était aux humanités qu'on savait qu'il y avait le terme qu'on a appelé Mpenchi. Maintenant, je vous informe que même à l'école primaire, ça s'est fait. Wow. Donc, notre temps, on a eu quand même cette chance-là. Voilà pourquoi nous nous adaptons facilement. Mais ces élèves qui viennent, nous aurons besoin d'eux. C'est ce que vous avez dit, ça sera très compliqué. Vous, en tant que des entrepreneurs, nous serons en manque d'une main-d'œuvre qualifiée dans ce pays et ça sera encore plus grave. Qu'est-ce qui a justement changé? Parce que vous avez, comme M. Splendide l'a dit, vous avez justement passé par ces systèmes éducatifs, M. Serge. Je ne voulais pas le dire comme mon ami Splendide l'a dit. Là, il a contourné les problèmes. Le fait de sortir de ce système tel que nous sommes, les résultats, il faut regarder qu'est-ce que notre société est devenue. Ce n'est pas ce que nous sommes devenus, parce que nous sommes là avec un objectif. Je voulais paraphraser Maman dans sa chronique de RFI hier. Il en a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenons notre budget. Je ne sais pas qu'il y ait de 6 milliards, même qu'à l'époque de Matapoyon qui pouvait atteindre, je ne sais pas, 2 chiffres. 10 milliards ou 12 milliards. Quelle est la part du fonds de recherche? Vous voulez que je puisse vous produire un bon travail, mais avec quel argent? Les recherches, nous devons les faire avec quel fonds? Regardez vous-même le budget. Ça ne représente rien. Il n'y a rien à ce qui concerne les fonds de recherche. Il n'y a rien. Vous avez besoin de bibliothèques, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parle de bibliothèques électroniques. On parle de bibliothèques, c'est-à-dire même physiques. Parce que l'objectif d'une université, c'est la production, c'est l'enseignement et recherche. Mais quand on parle de recherche, nous avons besoin de bibliothèques. Quand nous parlons de la production, on a besoin d'avoir des livres, des ouvrages. Mais qui produit des ouvrages dans nos universités? Et combien les font? Et quelle qualité d'ouvrage que nous avons? Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons un problème sérieux là. Nous avons un problème très sérieux. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, il faudrait d'abord commencer au niveau du sommet. C'est la politique éducative. Mais vous, en tant qu'enseignant, êtes-vous fier de ces produits-là que vous injectez? Alors, allons tout doucement. Nous pouvons être fiers ou ne pas être fiers. Je me dis ceci, moi là que je suis. On me paye combien pour que je puisse venir d'abord aux besoins de ma famille, afin que je puisse maintenant m'adonner complètement aux recherches pour que je puisse réellement former correctement les gens. Ou je dois être dans l'auditoire en train de penser comment ma famille va se débrouiller pour la journée. Vous comprenez? Et aussi, on a suspendu le problème des syllabus. Dans le monde entier, les syllabus, ça existe. Ce sont les œuvres d'esprit. Vous comprenez? Et ça doit se vendre. Ça doit se vendre. Et c'est ce qui rapporte de l'argent aux chercheurs. Vous comprenez? Ce ne sont pas les plagiats que nous faisons avec le support de tel professeur. Non, on doit faire les mises à jour comme Splendide l'a dit. Mise à jour. Mais tout ça, ce sont des fruits d'esprit. Mais avec quel argent? Avec quel fonds? Vous voulez que je puisse produire quoi? Vous comprenez un peu? C'est ça. Nous cherchons quelque chose au contraire. Plus 1 moins 1 est égal à 0. Nous avons besoin d'avoir un fonds de recherche. Quelque part, quand nous voulons mener nos recherches, et nous savons comment financer ces recherches. Et nous savons nous former nous-mêmes. Vous comprenez? Moi, je suis doctorant aujourd'hui. Ça fait maintenant combien? 10 ans que je suis doctorant. Il me faut plus ou moins 15 000 $ ou 10 000 $. Je dois vendre la maison ou je dois vendre quoi pour que je puisse terminer mes études? Pour présenter une thèse, soutenir une thèse. Vous comprenez? Nous avons toutes les données qu'il faut. Mais où est le fonds de recherche? Et même quand on nous présente ces fonds de recherche, il y a des gens qui sont, on peut dire, comme Maman l'a dit hier, champion, médaillé, cette fois médaillé en champion olympique, dans la mauvaise foi. Voilà. Vous comprenez? C'est un peu ça. Nous devons commencer par là. Parce que quand on parle des universités, on parle des écoles, c'est le bon sens. C'est le bon sens, c'est l'amour de la recherche. De sourire un tout petit peu. Est-ce qu'il peut réagir? Parce qu'on n'a pas apparemment beaucoup de temps. Monsieur Splendide. Ben, je souris parce que je sens les plaintes d'un enseignant d'université.
Et je souris parce que je sens la colère. Et c'est comme ça que j'étais en train de dire que il a totalement raison. Et nous, en tant que maintenant, parce que vous savez, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète en tant que jeune qui se dit entrepreneur aujourd'hui. Parce que si déjà, j'entends à mes côtés, par exemple, pas par exemple, parce que c'est le cas, le formateur d'université déjà a donné ça, donc ça m'inquiète sur le fruit. Et tout de suite, c'est comme ça que je suis en train de vous dire que aujourd'hui, il faut que ces genres d'émissions soient quelque chose d'alerte. Ici, la première autorité à être alertée, ça doit être l'État congolais. Et ici, quand je parle de l'État congolais, c'est comme ça que je reviens à ma thèse qui dit que les responsabilités doivent descendre. Parce que Jean-Paul Sartre disait ceci, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais plutôt ce qu'on fait de ce qu'on a fait de moi. En fait, je paraphrase. Vous allez comprendre que c'est nous-mêmes qui donnons sens à notre existence. Oui. Et c'est parce qu'au fait, il faut dire d'ailleurs, le système congolais dans le contexte du Congo, ou dans le contexte actuel. Vous savez, tel que je vois M. Serge qui est à mes côtés, c'est vrai, quand vous regardez les plaintes qu'il a affichées et le travail qu'il fait, mais c'est énorme. C'est quelqu'un qui a déjà formé des personnes et quand vous le regardez, vous êtes fier. Donc j'ai compris qu'au-delà des plaintes, il fournit des efforts pour qu'il soit fier de ce produit. Et moi, c'est ce que je veux encourager parce que nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre. Il faut qu'on avance. Et parce que nous devons avancer, c'est comme ça que je vous ai dit que moi, je suis le fruit de ce système-là. Donc, ce sont des solutions que je me dis. Il y a déjà un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Et c'est comme ça que moi, j'étais en train de sourire dans le sens de me dire qu'il y a partout apparemment des problèmes. Ce qui fait que nous devons nous révolter. Qui doivent se révolter? Principalement d'abord les élèves. C'est comme ça que j'aime bien Monsieur Jonathan qui a parlé de quand est-ce qu'on va aussi marcher lorsque, non seulement pour le 3e mandat, mais aussi pour le système éducatif qui n'est pas bon. Si tous les élèves se décident de sécher, parce que vous devez savoir qu'il y a la base et l'université et les instituts supérieurs viennent juste conforter un peu la base et donner une spécialisation donnée dans telle ou telle autre branche. Voilà. Ça, c'est de un. Je voudrais aussi finir que les politiciens fassent leur travail. Que les autorités éducationnelles fassent leur travail. Parce que je ne pense pas qu'il faut un gouverneur ou un président de la République pour que l'enseignant qui enseigne là puisse être surveillé ou à l'école que l'inspecteur puisse être surveillé. Il faut que d'abord chacun se dise, c'est une mission. Vous savez, c'est un crime. Parfois, on pense que... Je finis par là. Parfois, moi, je pense qu'on pense à un moment donné que tuer, c'est toujours comme à Goma là, avec des armes. Mais aussi, il faut que chacun, quand quelqu'un s'engage à former quelqu'un, lui mettre des choses en tête, tu dois savoir que tu es en train de... C'est un crime aussi si tu ne prends pas tes responsabilités. Voilà. Et si chacun d'entre nous, à son niveau, il prend ça comme une mission et comme aussi un but, il faut savoir que si tu n'accomplis pas très bien la mission, tu tues quelqu'un. Et à ce niveau-là, je pense que ça va vraiment nous aider à avancer dans la vie, à nous éviter tout ce chômage que nous sommes en train de connaître. Est-ce qu'on peut affirmer ici que les systèmes éducatifs est à la base du chômage en RDC? Monsieur Jonathan, et puis je reviens à vous, Monsieur Fanfa. Oui, le système éducatif est à la base du chômage. Et j'aimerais lancer une alerte, parce que c'est la journée de la jeunesse aujourd'hui, à réveiller la conscience des jeunes que vous corrompez aujourd'hui pour avoir un papier, c'est bien, mais vous êtes en train de vous faire souffrir vous-même. Aspirez à une très bonne formation, apprenez, pour ceux qui aspirent au métier, apprenez bien le métier, pour ceux qui aspirent à devenir chercheurs à vie, tel qu'on nous a dit, aspirez à cela en bonne et due forme. Pourquoi je dis que cela est un frein pour le chômage en RDC? Parce que nous avons des produits non potables qu'on nous sort de nos instituts supérieurs, dont les gens qui ont l'âge de travailler, mais tel que M. Fonfon l'a dit, tu te poses la question réellement qu'aujourd'hui, sans le secours de l'oncle ou du beau-frère, si on te passait un test,
vas-tu réellement réussir et être accepté dans l'entreprise où vous voulez travailler? Ça, c'est une question que tout le monde doit se poser. Voilà pourquoi vous allez voir que nous recevons, par exemple, les dossiers dans nos entreprises. Vous sentez déjà au départ que la personne, non seulement, bon, le métier qu'on peut, bon, dans un magasin, on peut dire à quelqu'un que non, quand un client vient, tu dis c'est 100 francs, vous récupérez. Mais des métiers professionnels, à l'instar du comptable, de médecin. Aujourd'hui, il y a deux médecins, il a fait 7 ans à l'université, mais même mettre l'avocate, je vous dis, il y a des témoignages qui font très mal. Il y a des gens qui s'appellent ingénieurs, mais ils arrivent dans des mining, communément appelé, ils trouvent des machines qu'ils n'ont jamais vues. On leur donne un petit problème. Ils ne savent pas comment résoudre ça. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptation entre le système de production et le système éducatif. Tout ça pourquoi? À cause de ce que nous avons rêvé. Nos responsabilités sont partagées. C'est que nous sommes dans cette inconscience et nous acceptons qu'on nous apprend n'importe quoi. Et nous-mêmes, ça nous fait pas mal lorsqu'on quitte l'université sans rien apprendre. Ça nous fait ni chaud ni froid. On a la poudre sur la tête. Nous avons des fêtes dans nos familles. Il y a même des parents. Ils voient son enfant finir. Tu peux l'appeler au salon le soir. Tu lui poses des petites questions, même sur son travail qu'il a produit là. Vous allez voir qu'il ne maîtrise que la synthèse qu'il a fait, qu'on a fait d'ailleurs pour lui avant de défendre. Mais l'intérieur de son travail, c'est zéro. Voilà, alors, puisque avant école égale après école, ceux qui partent à l'université, ceux qui étudient n'ont pas la compétence, faut-il nécessairement passer à l'école pour réussir sa vie, pour avoir un job? Monsieur Fanfa. Madame, je reviens à quelque chose, au système, avant de reprendre à votre question. J'aime beaucoup cette approche un peu pédagogique de ce système éducatif. Je crois que dans notre pays, il est géré dans 2 ou 3 ministères. Il y a le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, technique, et puis il y a l'enseignement supérieur. Et il y a tendance à ajouter le ministère des Affaires sociales qu'on sort. Donc, c'est-à-dire les responsabilités du point de vue du gouvernement doivent être bien situées à ce stade-là. Aujourd'hui, vous allez quand même voir, on a trop critiqué le système, vous allez quand même voir qu'il y a des améliorations. Il y a tentative de redynamisation de ce système avec l'avènement de 7e et 8e, je crois, que vous trouverez qu'il y a d'autres cours qui permettent déjà à la sortie du cycle de primaire qu'il y a quand même la maîtrise de l'informatique, il y a quand même certains aspects qui font que, avec ça, l'apprenant peut déjà se trouver un petit job ou un travail. Et ça va de soi avec les humanités. Lorsque vous commencez, vous terminez les humanités, déjà vous pouvez être capable d'être utile ou de faire quelque chose. Le chômage, si ce système est aussi à la base du chômage, le chômage ici, je voudrais le présenter comme l'inactivité d'un être humain forcé par manque de travail. Ici, par manque de travail. Alors que le travail, on peut le créer. Alors que j'aimerais ici interpeller l'étudiant. M. Splendide ici qui vous dit qu'il est victime de ce système. Ce n'est pas seulement lui. Nous tous ici, vous-même, vous êtes victime de ce système. Mais ici, j'appuie. Je demande aux jeunes de comprendre un phénomène que nous, on avait compris. Que les études, c'est l'étudiant. Les études, c'est l'apprenant. Il faut que l'étudiant arrive à se démarquer, à s'auto-former, à continuer des recherches. Nous tous, nous sommes sortis de là. Les mêmes professeurs étudiaient dans les mêmes conditions. Mais qu'est-ce qui fait que celui-ci a émergé, celui-ci n'a pas émergé? Même si le formateur n'était pas... Tout ça. Donc, je crois que il n'y a pas tellement trop lieu de condamner le système, mais il faut condamner aussi l'apprenant lui-même et le remettre vraiment sur les rails. Alors, quelles sont les pistes de solution, monsieur Splendide? Bien, les pistes de solution, je pense que vont être formulées ou conçues en fonction des responsabilités telles que nous avons planifiées ici. Pourquoi? Parce que lorsque moi, Splendide, je prends mes 100 millions de dollars, je crée une usine, c'est moi qui va définir qui va travailler chez moi. Et donc, si je trouve que vous n'êtes pas compétent, monsieur, c'est de mon droit quand même de protéger mon investissement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez constater que chez nous, en fait, ici, il faut parler beaucoup plus aussi du loi là-bas, c'est que vous allez constater que nous sommes dans des zones minières. Et
qui est ce Congolais sorti de ce système éducatif qui a vraiment investi de l'argent pour créer une entreprise, pour prendre finalement aussi le fruit de ce système-là. Mais à partir du moment qu'on sent que l'État a été affaibli, l'État n'investit pas dans des entreprises, ça pose problème. Ça veut dire que si l'État ne crée pas de l'emploi, ça va poser de problème parce qu'il n'y a que notre propre État qui créera de l'emploi en fonction de notre système éducatif. Mais s'il y a des investisseurs qui viennent ailleurs, donc on va connaître ce même problème. Ou encore, la meilleure des solutions, ça serait aussi que l'État puisse pallier à cette situation en adaptant tout de suite, en prenant, comme M. Serge l'a dit, en mettant par exemple des conditions. C'est comme ça que moi, personnellement, je voudrais qu'on puisse taire un peu les problèmes des tiraillements politiques, qu'on encourage le système de gratuité. Je suis en train de finir. Le système de gratuité dont j'entends parler, mais tout en mettant dans les bonnes conditions, les enseignants, les professeurs, mettre les moyens, et puis après on va juger. Et à ce moment-là aussi, nous voulons voir le gouvernement investir. Merci, de merci M. Splendide. Pour ce jeune. Voilà, merci M. Splendide. Mais les solutions palliatives, M. Serge? Vous savez, j'aime bien, une université, ce n'est pas n'importe quoi. Je peux prendre le budget de Harvard, c'est 33 milliards. Ça dépasse largement même le budget de notre pays. Pourquoi? Parce que les États-Unis mettent en avant les recherches. Ici, chez nous, j'aurais souhaité qu'on puisse changer notre système, que les étudiants ne puissent pas sortir avec les mémoires, les travaux des mémoires. Que les étudiants puissent sortir avec des projets et les business plans. Le travail là des mémoires puisse se transformer en business plan et un projet bancable, bien évalué. Vous comprenez? Et bien élaboré. Et quand les étudiants sortent avec un budget, plutôt un projet comme ça qui est bien bancable et un business plan, je pense que c'est déjà une activité qui devait être créée sur le terrain. Vous comprenez? Il ne sera pas focalisé pour aller se spécialiser en rédaction de demandes d'emploi. Non, à ce moment-là, il sortira avec une entreprise. Vous comprenez? Merci. Il suffit seulement qu'on puisse financer cette entreprise. Monsieur Jonathan? Ah oui, qu'on puisse des solutions face à la problématique que nous avons soulevée aujourd'hui. C'est que tous les acteurs doivent prendre conscience, tel que je dois le dire. Au gouvernement, nous suggérons, tel qu'on l'a dit, d'augmenter les budgets, non seulement augmenter les budgets, de revoir la politique éducationnelle dans notre pays. Il y a des choses à enlever, il y a beaucoup de choses à ajouter, comme la pratique, telle qu'on l'a vu maintenant, il y a beaucoup de sections aujourd'hui. Le stage des enfants commence déjà en 3e secondaire. Ce sont des choses à encourager, telles qu'on l'a dit, il y a quand même des avancées. Qu'on puisse outiller en tout cas nos institutions ou aider aussi aux apprenants en tout cas d'être très révoltants par rapport à tout ce qu'ils nous recevons. Voilà, merci. Monsieur Fanfare, vous avez 30 secondes. Oui, merci madame. La solution est simple, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la solution à ce problème, au chômage des jeunes. Les jeunes doivent, j'appuie l'assistant, qui doivent sortir des universités avec des projets bancables. Et en passant, je voudrais quand même dire aux jeunes que, étant entrepreneur et encadreur en entrepreneuriat, j'ai lancé un grand programme sur la création d'un centre d'orientation professionnelle entrepreneuriale des étudiants. C'est dans ce centre-là qu'ils sauront comment élaborer des business plans et des projets transformés. Voilà, merci M. Fanfare, est-ce qu'on peut s'applaudir? Et ça sera tout à l'heure, on va prendre juste après cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête de la jeunesse. Au revoir.